Un peu nous changer des thèmes qu'on a abordés jusqu'à présent, qui étaient beaucoup tournés vers l'habitat du futur, les formes urbaines, des choses qui nous ont quand même fait rêver, mais des vrais projets aussi. Là, on va revenir dans l'existant et on va essayer de jeter ce regard sur ce logement existant, c'est peut-être ses imperfections, c'est même aller jusqu'à ses illégalités. Et pour ça, nous sommes très contents d'accueillir des acteurs qui coopèrent, qui travaillent réellement ensemble, quelle que soit leur origine, leur statut. Il y a de l'associatif, il y a des associations, des établissements publics, l'État, les collectivités locales. Et là, on a un exemple remarquable d'un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, qui existe depuis 2012. Donc, en plus près, je suis pas très vite. Alors, juste quelques mots pour vous présenter la DIL. C'est une association qui donne de l'information gratuitement sur toute la thématique habitat. Donc, nous avons au sein de la DIL une équipe de conseillères juristes qui donnent donc des conseils en matière de logement qui a l'aspect juridique, fiscal ou financier. Et on a aussi au sein de la DIL un pôle social avec des conseillères en économie sociale et familiale qui accompagnent les locataires qui sont en difficulté et qui ont une procédure d'expulsion lancée à leur encontre quand ils sont en impayé de loyer. Donc la DIL, c'est une association qui a été créée en août 89 à l'initiative du Conseil général à l'époque, qui s'appelle maintenant Conseil départemental. Nous faisons partie d'un réseau national qui s'appelle l'ANIL et qui aujourd'hui a 82 ADIL sur le territoire national et nous sommes conventionnés par le ministère du Logement. Alors moi je vais vous présenter quelques informations, enfin je vais vous présenter les processus de l'habitat indigne. C'est-à-dire que l'habitat indigne, ces notions-là sont l'état d'un logement et notamment le processus de dégradation d'un bâti. C'est-à-dire que quand vous avez un logement en mauvais état, il y a plusieurs notions. Il y a le logement indécent, il y a après le logement qui peut être non conforme aux règles d'hygiène et de salubrité. Après, vous avez la notion d'insalubrité et vous avez pour terminer les logements qui présentent des risques pour la sécurité qui s'appelaient les logements qui pouvaient être frappés d'arrêté de péril. Donc moi, je vais vous présenter le logement décent. Qu'est-ce que le logement décent ? Donc quand on veut louer un logement, le propriétaire doit respecter des caractéristiques qui sont définies par un décret qu'on appelle le logement décent, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à la sécurité et à la santé de l'occupant. À côté de cette définition, il y a aussi le fait que le logement ne doit pas être infesté par des nuisibles ou des parasites. Et il doit y avoir aussi, depuis le 1er janvier 2003, un critère énergétique qui dit que le logement ne doit pas avoir une consommation d'énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré de surface habitable. Ce logement décent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les portes et les fenêtres sont étanches à l'air et à l'eau. Ça veut dire également qu'il y a une alimentation en eau potable, que les pièces principales ont un éclairage suffisant. Il faut aussi que le logement ait un coin cuisine, des équipements sanitaires. Il faut que l'installation électrique soit pas dangereuse. Voilà, il y a toute une liste de critères dans ce logement décent. Nous, à la DIL, on reçoit les locataires qui viennent nous décrire un problème de logement, d'état du logement, et en fonction des propos qui nous sont rapportés, on leur donne l'explication des critères d'un logement décent, et en fonction des photos, on peut éventuellement, et mes collègues vont vous le développer par la suite, leur donner le processus d'orientation et de saisine, tout le process qu'il y a à suivre pour permettre d'obtenir des travaux quand le logement présente des signes d'indignité, on va le dire dans le terme généraliste. Voilà. Jusqu'à peu, effectivement, on opérait avec les acteurs, effectivement, comme vous avez dit, les acteurs sociaux, les élus, l'occupant lui-même, qui effectivement pouvait signaler, et on opérait avec de manière assez classique et un petit peu peut-être passée, une fiche, un document à remplir qui était accompagné des éléments essentiels dont on avait besoin au pôle, accompagné de photos aussi, et fondamentalement l'accord
de l'occupant, parce qu'il y aura un contrôle. Donc on ne peut pénétrer chez quelqu'un que s'il y a son accord. Voilà, ça c'est les fondamentaux, et une information aussi du propriétaire. Depuis peu, vous aurez les brochures qui sont sur la table de la DIL et de la CNL. Un outil est développé, enfin depuis peu, ça fait quand même depuis 2 ans, nous l'avons intégré depuis début 2024. C'est une application sur Internet qui s'appelle Histologe. Ne me demandez pas le détail, je ne l'ai pas trop, ou en ligne, effectivement, sur, voilà, les personnes peuvent, ça prend un quart d'heure, je crois que Madame Guillaume, vous l'avez testé avec des locataires qui l'ont peut-être, voilà, et ces signalements qui vont être faits sur cette appli arriveront directement au pôle départemental. Voilà, donc c'est un moyen pour dupliquer la possibilité de signaler, mais vraiment, retenez que le pôle, voilà, il a ses missions, et on a mis ce titre, on y souhaitait. Il ne traite pas le pôle départemental, il permet de recueillir des signalements, de faire des contrôles de logement si on le juge nécessaire au sein de l'équipe partenariale, et ensuite d'orienter pour trouver une solution pour l'occupant en fonction des désordres de son logement. Sur la diapo suivante, je pense que voilà, vous avez une présentation, effectivement, une fois on reçoit les signalements au pôle, et c'est l'occasion à ce moment-là de vous présenter avec diapo précédente. Vous avez tous les logos des partenaires. Au début, vous avez dit, et c'est vraiment, il faut le signaler, le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, dont les services de l'État, des DTM, assureront le guichet, mais on est loin de travailler tout seul. Vous avez tous les partenaires qui sont listés en bas, et je vais citer au-delà de l'État et de son agence qui est l'ANA, un autre service de l'État qui est l'Agence régionale de santé, la CAF, la MSA, qui distribue effectivement les aides au logement, le partenaire départemental, bien sûr, qui est autour de la table, l'ADIL, qui est notre conseiller, je dirais, technique, et l'association des maires, qui sont, je dirais, de manière officielle d'ailleurs, puisque les pôles départementaux, il y en a dans tous les départements depuis 2012. Voilà, donc ils sont structurés différemment selon les organisations locales. Donc ça, c'est pour la partie institutionnelle. J'oubliais aussi, même s'ils ne sont pas tous les jours avec nous, mais font partie aussi les parquets des 2 tribunaux judiciaires qui sont membres pour tout le volet pénal qu'il pourrait y avoir sur certaines situations qu'on pourrait rencontrer. Donc, à la DDTM, on assure ce qu'on appelle le guichet unique qui centralise tous les signalements, soit par voie papier, soit par mail, soit de même par l'application Histologe. Donc, ces situations sont analysées dans une commission qui siège tous les mois. Et c'est sur la base des signalements, effectivement, qu'on fait un premier tri. Le terme n'est pas très joli, mais c'est un peu ça quand même, entre ce qui va nécessiter un contrôle de l'opérateur, et on va l'envoyer effectivement contrôler les logements, et ceux qui va relever de choses peut-être de conseils de la DIL, de la décence. Souvenez-vous de la première grille où il y a tout un tas de procédures qui relèvent des relations entre le bailleur et le locataire. Alexandrine, peut-être qu'il pourra développer les procédures derrière ou les modes de défense que peut avoir le locataire, mais voilà, tous ces éléments-là, nous on n'enverra pas de contrôleur. Voilà, on renverra on oriente. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce mot-là. On orientera vers les personnes compétentes pour traiter. C'est effectivement là où on peut supposer qu'il y a un danger, comme je vous ai dit pour la santé ou la sécurité, qu'on va envoyer l'opérateur faire un contrôle sur site. Sous rendez-vous avec les personnes. Voilà, en général, c'est les personnes qui signalent, donc elles sont toujours plutôt... Enfin, Emmanuel pourra donner des témoignages par rapport au contrôle. Et toutes les photos que vous avez vues sont issues de contrôles qui ont été réalisés dans les Landes. Et à l'issue du contrôle, on nous remet un diagnostic technique assez complet sur... bien effectivement ce que les techniciens ont pu voir dans le logement et tous les manquements possibles. Et c'est en fonction de ces manquements qu'effectivement on va orienter le locataire vers les situations les mieux. Alors les situations les plus tragiques, effectivement, ça sera peut-être beaucoup de renvois vers des collectivités pour certaines procédures, des situations qui relèvent d'un arrêté de police de l'ARS. Et donc nous sommes missionnés par le pôle de lutte contre l'habitat indigne pour aller contrôler la décence des logements dans tout le département des Landes. Voilà. Donc en fait les photos que vous allez voir là illustrent les plus gros manquements à la décence que l'on rencontre dans les visites à domicile. Au premier rang desquels la photo à droite, c'est tout ce qui est moisissure, humidité, avec des défauts d'isolation, de ventilation, d'étanchéité. Donc voilà, on rencontre ça le plus souvent lors de nos visites. Alors si on revient sur la photo d'avant... 93% des visites, il y a toujours des problèmes d'humidité, de ventilation, d'isolation, avec des traces de moisissure, notamment sur les plafonds, sur les murs.
L'autre risque auquel on ne pense pas toujours, c'est le risque de chute. Là aussi, une réglementation qui impose des hauteurs de garde-corps pour les escaliers, d'espacement entre les barreaux, d'auteur d'allège, de lisse au niveau des menuiseries, enfin des ouvertures. Et là aussi, on a beaucoup de situations où on manque à la décence sur ce point-là. Et dans notre cotation, on passe vite dans un manquement assez grave sur ce risque de chute. Et donc évidemment, l'autre risque qui revient aussi très souvent, c'est le risque électrique avec un manque de conformité au niveau de l'installation électrique, avec des fils dénudés, des douilles de chantier sur des points lumineux, l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA aussi sur le tableau électrique, des fois des tableaux électriques trop hauts, puisque là aussi une hauteur 1,80 m à avoir accès rapidement s'il y a un souci électrique. Voilà, des interrupteurs avec fusibles aussi toujours présents dans certaines habitations. Donc là, c'est aussi un gros risque que l'on rencontre lors des visites. Donc là, vous voyez un très beau tableau électrique aussi, très conforme. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ces situations-là de risque électrique ou de risque aussi d'intoxication liée aux appareils à combustion, là vous voyez aussi un beau poêle à bois raccordé à la menuiserie, évidemment pas du tout conforme à la réglementation. L'ARS peut prendre ce qu'on appelle une procédure danger sanitaire ponctuel qui va mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux de mise en conformité. Et si le propriétaire ne fait pas, ce sera à l'élu de faire les travaux à la place du propriétaire. Voilà, donc il peut y avoir des procédures quand il y a des cas un petit peu d'urgence sur l'électricité, sur tout ce qui est intoxication aux appareils de combustion, voilà, de faire les travaux assez urgemment. Et donc, comme disait Sophie, quand on cumule tous ces risques-là, ces manquements à la décence, on peut entrer dans l'insalubrité. On a, nous, quand on va en visite, une grille que l'on remplit. Et voilà, si on cumule ces manquements-là, on peut basculer dans l'insalubrité. Donc là, comme disait Sophie, ça a trait vraiment à la santé avant tout de l'occupant. Donc c'est souvent, alors la définition dit que c'est souvent des logements où il y a des problèmes liés au plomb dans les peintures, dans les revêtements, des problèmes aussi de manque de luminosité, des pièces fermées, des pièces aveugles. Bon, il faut savoir que ça, on le rencontre pas si souvent dans les Landes, plutôt je pense dans les métropoles, les grandes agglomérations, dans les villes. Par contre, ce qui fait que qu'on va dans l'insalubrité, c'est le cumul de manquements, électricité, risque de chute, manque de ventilation, moisissure, etc., assainissement aussi non conforme, voilà. Donc une fois que un locataire qui a un logement en mauvais état, qui prend rendez-vous à la DIL et qui vient nous rencontrer, notre rôle c'est de lui expliquer donc le processus de dégradation et donc dans quelle catégorie pourrait se situer son logement. Mais avant tout, on lui conseille toujours de faire une démarche auprès de son propriétaire à l'amiable pour l'informer de l'état de dégradation de son logement. Donc ça commence par une lettre recommandée pour que le propriétaire soit informé soit de l'apparition des moisissures, soit s'il suspecte un problème d'installation électrique. Il faut toujours que le propriétaire soit informé. Ça, c'est une première démarche qu'on conseille au locataire qui vient nous voir. Et il donne un délai au propriétaire pour répondre. Si celui-ci reste silencieux ou refuse de faire les travaux, effectivement, après il a la possibilité de faire un signalement auprès du pôle de lutte contre l'habitat indigne que va vous développer Sophie. Il faut toujours savoir que cette procédure qu'il engage, elle doit être toujours avec son accord. Donc si un locataire a une personne qui vient, une aide ménagère, qui vient nous appeler pour nous dire voilà, j'accompagne un locataire et qui a un problème de logement, sans son accord, on ne peut pas initier la procédure. Il faut vraiment que le locataire donne son accord, soit prêt à faire cette démarche auprès des dispositifs qui sont en place dans le département. J'espère que tout le monde voit bien le processus. Enfin, Sandrine a commencé sur la décence, mais notez bien que pour définir l'habitat indigne, c'est un processus. C'est-à-dire que c'est une notion très vaste. Et du logement décent à indécent, décent commence à se dégrader, et vraiment le plus fort, c'est pour ça que vous avez des couleurs sur ce schéma qui vous montre un peu l'évolution. Et quand on parle d'habitat indigne, puisque c'est la définition de la table ronde, c'est vraiment quand on est vraiment dans des logements très très dégradés, on peut y avoir des processus et des procédures qui peuvent être mises en œuvre pour protéger le locataire. C'est pas assez fort, ouais. Alors du coup, je reviens peut-être sur des définitions. C'est vrai que l'habitat indigne est défini par la loi, c'est la loi MOL. Bon, je me redemandais pas l'acronyme, je me souviens plus, elle date de 2009, mais on a une définition législative de l'habitat indigne.
et une définition aussi dans le Code de la santé publique de ce qu'est l'insalubrité. Voilà. Retenez qu'effectivement, c'est des situations où il y a des occupants ou locataires, mais on va parler d'occupants, qui occupent des locaux qui sont de l'habitation ou des locaux qui ne sont pas de l'habitation, et pour lesquels, soit par leur occupation des locaux, soit par l'état du bâti, ont leur santé ou leur sécurité qui sont en danger. Voilà, c'est essentiellement ça qu'il faut retenir. Sandrine vous a détaillé ce qu'était un logement indécent. Il y a plusieurs textes, il y en a un autre qui est important, un décret vient de sortir l'année dernière, en juillet 2023, qui définit effectivement toutes les caractéristiques de ce que doit être un logement décent, mais respectueux de règles d'hygiène et sanitaire. Voilà, il y a une réglementation qui existe là-dessus. Et selon les manquements à cette réglementation, qui vont parler, enfin je vais peut-être un peu plus détailler, de la surface des logements, de l'assainissement, de l'évacuation des eaux. C'est assez vaste, de l'entretien des extérieurs, de la gestion des déchets. Enfin, Emmanuel vous montrera des photos sur ce sujet-là. C'est en fonction de ce cumul qu'effectivement on peut basculer dans le orange. Voilà. Et c'est là qu'effectivement l'insalubrité, on l'établit à partir d'une grille de dégradation. Et c'est dans ce schéma-là où effectivement ça devient un tel cumul, c'est la notion de cumul qu'il faut retenir, qui fait que le logement devient vraiment dangereux pour la santé ou la sécurité de l'occupant. Alors, santé, ça sera vraiment pour la salubrité, et la sécurité, c'est ce qui relève peut-être de ce qu'a appelé Sandrine le péril. Voilà, le péril, la mise en sécurité. Voilà. Et sont attachés à ces deux derniers items des procédures administratives qui relèvent soit de la police du maire, soit de la police de l'État, enfin du préfet. Voilà, donc on pourra vous détailler si vous le souhaitez, c'est de la prise d'arrêté avec effectivement des conséquences pour les occupants et puis pour le propriétaire, mais on est dans le dur. Plus sécurité, parce qu'on peut avoir un logement finalement à l'intérieur en bon état, mais avec une toiture qui peut s'effondrer ou qui peut être vraiment très dégradée, des fissures très larges dans les murs. Donc là, forcément, c'est des situations très dangereuses, à la fois pour l'occupant, pour les mitoyens, pour les usagers de l'espace public. Donc là, ça va être après des procédures prises par les élus de mise en sécurité pour obliger les propriétaires à faire, ou si le propriétaire ne fait toujours pas, ce sera l'élu qui devra faire les travaux à sa place. Voilà. Une fois que la commission a examiné les signalements, donc nous on est missionnés pour aller visiter les logements, donc on prend rendez-vous avec les locataires et propriétaires, parce que 96% sont des logements locatifs que l'on contrôle, il faut savoir, 4% de propriétaires occupants. Il faut savoir que le locataire peut refuser la présence du propriétaire aussi lors de la visite, c'est souvent le cas. Voilà. Nos visites, on les réalise en binôme avec un chargé de mission habitat indigne et un technicien formé au contrôle d'essence. Donc en fait, on va faire un constat, un diagnostic qui va reprendre tous les points du décret d'essence, du règlement sanitaire départemental, du décret salubrité, voilà, et qui vont nous dire si on manque à la décence, si on est en salubrité, s'il y a un péril, etc. Je tiens à dire que lors de ces visites, on se doit d'être neutre évidemment, on ne prend parti pour personne, ni pour le locataire, ni pour le propriétaire, on est là pour constater et rendre compte après au comité technique. On est dans l'écoute évidemment, si le propriétaire n'est pas là, après on peut avoir un échange avec lui par téléphone après la visite aussi pour évidemment avoir sa version, s'il y a des manquements. Voilà, en général les visites se passent plutôt bien, mais il peut arriver qu'il y ait quand même des tensions lors des visites aussi. C'est pour ça qu'on est en binôme aussi, c'était une volonté de notre part d'avoir des visites à deux quand ça peut mal se passer, parce qu'on peut aussi faire des visites avec des gendarmes aussi, ça nous est arrivé par le passé. Voilà, donc, mais bon, en grande majorité les visites se passent quand même plutôt bien. Voilà, et donc quand on a fait la visite, notre technicien fait son constat technique. On a aussi un volet social qui est aussi intéressant pour les membres de la commission à regarder aussi sur les ressources du ménage, la composition du foyer. Est-ce qu'il y a une demande de relogement aussi qui est faite avec ce signalement-là, puisqu'il y en a qui peuvent aussi faire un signalement pour accélérer une demande de relogement. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà, donc voilà comment se passent les contrôles d'essence à Sauliat. Alors voilà, donc au niveau des chiffres, tout à fait, donc voilà, 96% sont des logements locatifs, 52% des ménages possèdent l'aide au logement, ce qui est quand même un peu moins que dans les années précédentes, voilà. Il faut savoir, le plus souvent ce sont des personnes seules ou des couples ou des familles monoparentales, pardon, sont quand même en majorité des gens qui travaillent, qui ont un travail, qui signalent. Voilà. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, les plus gros manquements, ce sont tout ce qui est lié à l'humidité, à l'électricité et au risque de chute. Voilà.
Juste une petite précision sur le périmètre. En fait, ce n'est pas... Moi, j'ai posé la question à Emmanuel Dufault. Je voyais ce périmètre, il concerne beaucoup de logements. En fait, c'est un périmètre du centre-bourg. Vous pouvez nous en dire un peu plus. Ce qui est très intéressant, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'on est parti d'une question de logement et on en arrive à une question de refaire la ville, de se servir de ce levier du logement. Et Dieu sait si c'était ingrat, pour refaire un nouveau morceau de ville. Ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, vous savez, je suis né à Gedmont, et quand à 24 ans, j'ai dit à mes copains d'Agelmont, je m'en vais vivre à Morsinx, ils m'ont dit, mais t'es fou. Il n'y a que des cassos et c'est terrible. Et je suis maire de Morsinx depuis 4 ans, et j'étais adjoint au maire avec Jean-Claude le précédent mandat, et je suis élu départemental de ce territoire. Et je me dis que pour que mes copains de Chalosse arrêtent de dire Morsinx c'est les cassos, il faut utiliser les outils, et l'outil de Petite Ville de demain est un super levier, au-delà du financement, parce qu'il nous permet de se reposer les questions qu'on ne s'autorisait pas à se poser. Et alors, il y a des volets sympas, mettre des commerçants, quand ils sont dans un schéma de travail partagé, c'est intéressant. Travailler avec la SNCF, c'est un long fleuve pas tranquille, mais c'est super intéressant pour avoir une gare qui soit pérennisée. Et travailler l'habitat indigne, c'est moins sexy, mais ça nous permet, dans un moment positif, de travailler et de le cadrer versus positif, quoi. Parce que quand on dit on travaille le logement indigne pour être attractif, ben c'est positif. Si on dit c'est pour aider les familles à qui on retire les enfants, qu'on met à l'ASE, ou c'est pour aider des gens qui sont malades, parce que être mal logé, c'est aussi être malade, et c'est aussi vivre de façon indécente, c'est moins sexy. Bon, donc ça, je pense que c'est super important. Le périmètre, effectivement, on a travaillé un périmètre central, parce que l'étude qui a été portée nous a montré qu'on avait une densité locative en mauvais état sur ces quelques rues, et puis je ne vous cache pas qu'on a aussi calibré notre périmètre en fonction de notre capacité financière. Parce que on ne va pas faire rêver les gens avec l'argent qu'on n'a pas. Enfin, moi, je suis fils d'instituteur, on m'a appris à compter assez tôt, et quand on est pauvre, il ne faut surtout pas dépenser plus que ce qu'on n'a pas, quoi. Bon. Et donc à partir de là, on a essayé de trouver le bon compromis entre... et Emmanuel a plaidé cette rue, attention, ce coin-là, attention, et on l'a entendu, et Sophie aussi est venue nous dire, attention, vous avez 2-3, parce qu'ils les connaissent en plus, les îlots insalubres, bien sûr. Et donc on a fait ce choix, mais je ne vous cache pas que nous, on est phase 1 là. Et si après on arrive à montrer que cette démarche est intelligente, il n'y a pas que le centre-bourg de Morsinx, il y a le centre-bourg de Garros, d'Arjusan et de Sender, sur lequel il faut qu'on regarde aussi, parce qu'on a des habitats qui se vident. Et donc c'est ça l'esprit de la commune nouvelle. On commence par la plus grosse densité et on essaime si on peut, et d'autres le feront après, moi j'espère, parce que c'est un vrai travail au long cours. Donc le périmètre, il est densité optimisée et à la capacité de nos financements possibles publics. Voilà. Classement INSEE, mais ça nous fait réagir. On ne peut pas rester les bras ballants devant ce constat. Alors, comment les identifier avec votre aide, je présume, et comment, bien sûr, résoudre la question avec des aspects financiers que vous avez évoqués, qui sont lourds, malheureusement. Et on pense, effectivement, je l'ai dit d'ailleurs hier quand j'ai présenté la commune, on pense au permis de louer qui pourrait effectivement apporter une solution à ce type de problème. Alors, première question simple, comment identifier ces logements indignes qui sont réputés par l'INSEE? On fait aussi des contrôles d'essence aléatoires sur des logements où il y a une allocation CAF ou MSA, ça existe aussi, et FSL aussi. Et il faut savoir qu'après, quand le propriétaire ne fait pas les travaux, il peut y avoir une suspension des aides au logement, puisque les aides peuvent être versées directement au propriétaire. Donc s'il ne fait pas les travaux, l'aide peut être suspendue. Et actuellement, il y a à peu près 130 logements qui font l'objet d'une suspension d'aide au logement. Voilà, tant que le propriétaire n'a pas fait les travaux. Alors quand le propriétaire a fait les travaux, il peut envoyer les factures au pôle et on peut être nous remissionné pour une contre-visite. Voilà, pour vérifier bien que les travaux ont bien été faits et du coup ça débloque le dossier, il n'y a plus de suspension d'aide et tout va bien. Voilà. Le pôle a donc constaté que c'était un logement indécent. L'orientation se fait vers les services de la DIL, donc le locataire vient nous voir et on explique au locataire les dispositifs de ce qu'on appelle le droit commun qu'il peut suivre pour obtenir les travaux de son propriétaire. Donc
le premier conseil qu'on donne souvent, c'est on l'oriente vers la commission départementale de conciliation, qui est une instance qui est composée de membres qui représentent les bailleurs et de membres qui représentent les locataires. L'idée de cette commission, c'est qu'elle doit concilier. Donc, le locataire les saisit, ça se saisit par voie dématérialisée ou par voie postale, mais c'est souvent une version dématérialisée pour toutes ces structures. Et le bailleur reçoit un courrier et est convoqué pour être entendu par cette commission. Le locataire est entendu également pour la commission, et ensuite on essaye de concilier pour obtenir les travaux. Ça, c'est une phase amiable. Si cette phase n'aboutit pas, parfois on oriente aussi vers un conciliateur de justice. On tente toujours l'amiable avant la voie judiciaire, parce que ça fait partie aussi d'un processus qui doit être respecté dans le cadre de manquements, je dirais, à des obligations de droit commun. Donc après, si les deux dispositifs n'ont pas abouti à l'amiable, effectivement, c'est du ressort du juge du tribunal judiciaire, donc soit de Mont-de-Marsan, soit d'Arcs, suivant où est situé le logement. Et là, c'est le juge qui prend une décision de contraindre le bailleur, s'il estime qu'effectivement ça relève de son obligation, de faire des travaux. Alors ça peut être sous astreinte, avec des jours de retard. Donc voilà, ça c'est l'autorité du juge, c'est le pouvoir souverain du juge qui après demande. Alors il peut demander aussi la conciliation des loyers, il peut dire le loyer sera consigné jusqu'à la réalisation des travaux. Ça c'est l'autorité du juge. Voilà, donc le rôle de la DIL, c'est effectivement de donner toutes ces informations au locataire, sachant que, une petite précision, un locataire qui vient nous voir et qui a quitté le logement, malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas intenter une action en justice parce qu'il ne subit plus le grief, il ne subit pas le souci. Donc souvent, il faut qu'il soit encore locataire dans les lieux pour intenter une action auprès de son propriétaire. Ce chiffre a dû être évoqué dans le cadre du programme local de l'habitat, du diagnostic qui a été établi. Ça fait partie du diagnostic. Du programme local de l'habitat. Je suis d'accord avec monsieur, en général on prend des sources statistiques qui sont du potentiel. On croise des données de classement cadastraux de logements avec les revenus. Et ça fait, parce qu'on considère qu'en mettant ces deux variables, on obtient un potentiel peut-être de logements qui sont dégradés. Voilà.